Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les agriculteurs n'en peuvent plus des politiques actuelles et ne se retrouvent toujours pas dans les discours des syndicats censés les représenter, notamment la bien connue FNSEA. Nous sommes aujourd'hui avec Sébastien Béraud, agriculteur en Haute-Loire, et vous êtes indépendant, hors mouvement, vous exprimez seulement ce que vous ressentez en tant que travailleur sur le terrain, on pourrait dire. Bonjour et merci d'être avec nous, monsieur Béraud. Oui, bonjour, donc agriculteur, producteur de lait en Haute-Loire, à côté du Puy-en-Velay. Oui, je suis indépendant, je ne me reconnais pas dans les syndicats actuels, donc je mène mon combat un peu tout seul. D'ailleurs, je vous remercie, parce que pour se faire entendre dans ce pays, c'est compliqué, vu que moi, je ne fais pas partie d'associations ou de syndicats, et bien, j'ai pas le droit de parole dans les grands médias mainstream. Donc, je remercie François, qui est un média indépendant et qui me donne cet honneur de pouvoir m'exprimer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui était le plus important pour vous? On vous a vu dans une vidéo dénoncer la hausse du prix du carburant que vous mettez souvent, généralement, dans les tracteurs. Je commence à me faire du souci là parce que j'ai appelé mon fournisseur de GNR ce matin parce qu'il faut que j'en fasse rentrer. Le GNR, c'est le gasoil non routier qu'on met dans nos tracteurs, il va augmenter de 6 centimes. Il a augmenté de 6 centimes hier. Oui, parce que notre cher président Manu Macron, il a décidé de faire augmenter le prix du GNR au même prix que le gasoil qu'on met dans les voitures. Donc progressivement, il va nous augmenter les taxes, comme si on n'en a pas assez. Donc il veut finir d'éradiquer les paysans, il n'en a rien à foutre de nous. Mais déjà ils ont énormément augmenté, puisqu'il y a 3 ans de ça, on était à 70 centimes le litre. Là, on est aux alentours d'1,40 €. En plus, il nous a enlevé une ristourne qu'il nous donnait chaque année en TIPP de 15 centimes. Et depuis le 1er janvier, il a augmenté de 6 centimes, et tout au long d'ici 2 ans, il va augmenter pour qu'il arrive à 2 €. Donc vous imaginez, passer de 70 centimes à 2 € en l'espace de 3 ans, c'est juste incroyable, mais vrai. Parce que nous, on utilise sur mon exploitation, je n'ai pas une exploitation, je suis pas un céréalier, je fais de l'élevage, de production de lait et de viande, on utilise déjà 30 000 litres. Alors, on multiplie 30 000 litres par 1,20 € 30 de plus, c'est incroyable, ça fait 30 000, 40 000 € de plus. Déjà qu'on a du mal à joindre debout financièrement. Et puis il y a l'électricité, il y a tout qui a augmenté comme les boulangers. On a l'électricité, on a pris 1 000 € de plus par mois dans la gueule, tout, les aliments, tout. Et dans l'élevage, l'électricité, ça représente, l'énergie en général représente une grosse partie de votre travail? Eh ben, avant cette haute, là, d'il y a 1 an, avec cette pseudo-guerre Ukraine-Russie, Macron, il ferait mieux de s'occuper de son pays, de s'occuper des autres pays. Donc, on payait à peu près 1 200 €. Et là, on est passé à 2002, 2003, ça dépend des mois. En hiver, on en utilise un peu plus, parce que comme les jours, ils sont plus courts, et bien, quand on fait la traite du soir, et bien, on a toutes les lampes en plus. Nous, c'est surtout le soin aux animaux, matin et soir, et la traite qui nous demande de l'électricité. Chez beaucoup d'agriculteurs, il y a un rejet de la FNSEA et des syndicats en général. Pourquoi est-ce que leur discours ne vous représente pas? Mais c'est tout simple. La FNSEA, c'est malheureux, pourtant, c'est un syndicat ultra puissant qui ont pignon sur rue parce que ils sont à la tête de tout. Ils sont à la tête aussi bien des banques, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, ils sont à la tête des chambres d'agriculture, des grosses coopératives, des multinationales, ils gèrent tout, sauf que en plus on a un syndicat, on a un ministère rien que nous, et un syndicat ultra puissant comme la FNSEA. Le problème, c'est qu'ils font de la connivence avec les différents partis politiques, que ce soit la droite, la gauche, tous les gouvernements qui sont en place, et ben ils font de la collaboration. Et en fait, la FNSEA, vu qu'elle est à la tête de grosses coopératives qui sont devenues des multinationales ultra puissantes, eh ben, ils défendent plus l'intérêt des producteurs, ils défendent l'intérêt de l'agroalimentaire. Et c'est là où le bas blesse. Donc, ils nous défendent plus. Donc, ils en ont rien à foutre de nous. Pire encore, la FNSEA, il y en a une en France, il y en a en Allemagne, il y en a dans tous les pays d'Europe. Il y a en haut de cette pyramide, il y a le COPA-COGECA. C'est le syndicat européen des agriculteurs, comme la FNSEA, qui sont majoritaires, et c'est eux qui signent les accords de libre-échange. Vous imaginez? Ils signent les accords de libre-échange, et puis après sur le terrain, ils disent à leurs petits soldats, allez détourner l'attention en tournant les panneaux des entrées de ville, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec les accords de libre-échange, alors que c'est eux-mêmes qui signent les accords de libre-échange, et on marche. C'est vrai qu'on marche vraiment sur la tête, mais c'est pas en tournant les panneaux des entrées de ville qu'on marchera comme il faut. Hein. Moi, à mon avis, on a un gros problème avec l'Europe, ça c'est sûr et certain. Il faut sortir de cette Europe. Il faut être patriote français. Et quand on est responsable d'un syndicat agricole, on défend les paysans français.
Et alors, c'est très intéressant ça. Juste avant de revenir là-dessus, vous parliez donc des accords de libre-échange. Pour vous, ce sont ces traités qui ont été les fondamentaux finalement des politiques que vous vivez aujourd'hui et des coups de masse que vous avez à répétition? Eh bien oui, depuis 1990, les accords de Maastricht, il y a eu tout un tas de traités, il y en a même, pour certains on a été contre, et Sarkozy les a quand même fait passer. Et ces accords de libre-échange, c'est quoi? C'est faire rentrer des produits alimentaires qui viennent du Brésil, les poulets du Brésil, après on a de la viande bovine aux hormones d'Amérique, on a des lentilles du Canada, et tous ces produits viennent en France et en Europe. Pourquoi? Pour qu'on puisse leur refiler des voitures et des avions de l'industrie. On fait des échanges. Mais nous, a fortiori, on est la pute du gouvernement parce que on se fait baiser. On se fait baiser la gueule puisque nous, on est capable de produire du lait, de tout faire. Là, dernièrement, ils viennent de signer un accord avec la Nouvelle-Zélande pour du lait de vache, alors qu'on en traite suffisamment en France. On en a même trop. Eh bien non, parce qu'en Nouvelle-Zélande, ils sont capables de produire du lait 2 fois moins cher que nous, parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes environnementales, les mêmes normes sociales, et voilà, c'est comme ça. Même que ça vienne de l'autre bout du monde, on nous dit que les vaches elles polluent, mais elles polluent bien moins que un paquebot ou un cargo qui va ramener pendant 3 mois du lait, de la viande ou je sais pas quoi de l'autre bout du monde. C'est quand même fou cette histoire. Ils nous prennent vraiment pour des cons cette fois-ci. Non, moi, vu que personne ne veut nous défendre, j'ai pris mon courage de main, j'ai fait une vidéo TikTok. Voilà, c'était ma première vidéo, elle a fait 65 000 vues, elle a été partagée sur Twitter, sur Telegram, partout. Elle doit arriver quasiment à 1 million de vues. Moi, je pensais pas faire ça, mais personne prend en manche. Donc, quand on n'est pas défendu, il faut essayer de se défendre. Parce que là, de toute façon, si on fait rien, on est mort. Là, on est dans le couloir de l'abattoir, on ne peut plus faire demi-tour, on est mort. Donc, je me suis dit, mort pour mort, il faut essayer de se battre. Et c'est toute l'agriculture qui est morte, on est en état de mort cérébrale. Voilà. Mais c'est la France qui est en train de disparaître. Oui, mais si les paysans disparaissent, il ne restera rien de plus. Ils ont tué l'hôpital, ils ont tué l'industrie, ils ont tout tué. Il restait les valeurs du terroir, du territoire. Voilà, ces AOC, c'est la cochonaille, tout ça, c'est du concret, le vin, tout ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de nous enlever, mais on est en train de nous l'enlever. Et ce qui est dangereux, c'est que vous, les consommateurs, ils veulent vous affamer. Parce que s'il y a une autre crise Covid ou s'il y a une guerre, comment ça va faire avec les accords de libre-échange? Ça peut tomber du jour au lendemain. Et s'il n'y a plus de paysans en France, vous allez manger quoi? Vous allez manger de cacahuètes? Vous allez manger de l'herbe? Moi, je sais ce qu'ils veulent vous faire manger. Ils veulent mettre en place des grosses firmes par Bill Gates où ils vont fabriquer du lait cellulaire et de la viande cellulaire à partir des cellules souches. Ils vont les multiplier. Avec l'intelligence artificielle, ils vont faire des choses énormes. Et pourquoi ils veulent faire ça? Parce que ce qu'ils ne sont pas arrivés à faire avec le vaccin du Covid, à vous mettre de l'ARN messager, il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu, et bien ils vont arriver à mettre de l'ARN messager dans cette alimentation qu'ils vont fabriquer en laboratoire. D'ailleurs, en Hollande, la semaine dernière, les agriculteurs, ils ont détruit un laboratoire de Bill Gates. Et il faut savoir qu'en France, il y en a de ces laboratoires qui sont en train d'être mis en France. Et le pire, attendez-vous bien, ils sont financés par la FNSEA. Comment voulez-vous penser être défendu alors que c'est votre propre syndicat majoritaire qui vous met des bâtons dans les roues et qui vous trahit? Pour moi, c'est des collabos. Ils nous trahissent. Là, la FNSEA, vous dites qu'ils financent des laboratoires pour produire de l'alimentation superficielle artificielle, vous voulez dire? Voilà, où il y aura plus de vaches, vous voyez bien, ils veulent faire disparaître les vaches en disant que les vaches elles polluent, mais des vaches, il y en a toujours eu. Il y en avait bien plus que ça il y a quelques années. Là, il y a des régions entières où il n'y a plus de vaches. Là, tout ce qui est la Beauce, tout ce qui est le sud-ouest, il n'y a plus de vaches. Les vaches, il en reste un peu dans le massif central parce qu'on a des prairies, qu'on ne peut pas faire des champs. Et tout ce qui est en côte, où on met quoi? On met des vaches qui font du lait ou qui font de la viande. Et on ne peut pas faire autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des bisons, il faut mettre des sangliers. C'est ça la Nouvelle-France, la France touristique, non? Des gars comme moi je viens d'installer mon fils le 1er janvier, il a 23 ans, nous on a une exploitation familiale de père en fils, on veut qu'elle continue, on est des purs et des durs, on est des patriotes, on a du sang bleu, blanc, rouge et il n'y a pas le choix, il faut continuer à produire. Et là vous dénoncez, finalement c'est extrêmement grave là, ce que vous dénoncez, vous alertez la population sur le fait que de politiques qui veulent tuer toutes les entreprises comme vous et les remplacer par de l'agriculture vraiment artificielle, cellulaire comme vous avez dit. Mais oui, et puis j'ai d'autres preuves. Regardez, on vend la terre aux Chinois. Donc la terre qui part aux Chinois, le vin ne va plus rester en France. Les Chinois, ils viennent cultiver des terres pour emmener la bouffe chez eux, parce qu'ils ont passé. Après, il y a la méthanisation. La méthanisation, c'est quoi? C'est fabriquer du méthane à partir des cultures.
Les cultures, c'est pas que les déchets, c'est les cultures. Des hectares et des hectares de maïs, de betteraves, tout. Les biocarburants, c'est quoi? L'Europe, elle a autorisé à mettre 10-15% de biocarburants dans le diesel et dans les essences. Mais les biocarburants, c'est quoi? C'est des betteraves, c'est des grands champs de betteraves. Donc toute cette alimentation, eh ben, elle n'ira plus pour l'alimentation humaine. Et il faut savoir aussi qu'on perd un département tous les 10 ans de terres agricoles par rapport aux routes, aux infrastructures routières, aux infrastructures immobilières et tout le bazar. Toutes ces terres qui disparaissent, eh ben, elles ne produiront plus. Donc, on le voit bien qu'on a de moins en moins de souveraineté alimentaire. La preuve en est, c'est qu'on importe déjà 50% d'alimentation. Mais ça ne va pas suffire d'importer tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent créer une famine pour que les gens ils s'habituent à manger cette nouvelle alimentation. Ben, les jeunes qui vont naître, quand ils seront habitués à manger de la viande cellulaire ou du lait cellulaire, vu qu'ils n'auront pas goûté le reste, eh bien, ils trouveront que c'est bon. Vous n'allez pas me faire croire que le Nutella, c'est bon. Le Nutella, c'est beaucoup d'huile de palme, c'est très cancérigène. Mais un gamin, il mange ça parce que c'est bon, c'est tout. Il mangera plus de la confiture ou du chocolat sur une tartine. C'est l'évolution de la société. Mais il faut faire attention, il faut mettre des garde-fous. Parce qu'on va trop loin. Alors voilà, donc c'est très, on entend bien votre discours, on va trop loin, que ce soit par ces politiques et ces stratégies même qui sont mises en place, qui sont beaucoup plus pernicieuses, que vous dénoncez finalement aujourd'hui. Revenons juste à ce que vous disiez au début, vous critiquez aussi, et ça la FNSEA ne le fait pas, vous critiquez les importations de d'autres produits, donc de produits qu'on produit en France, mais que l'on va faire venir d'autres pays où les réglementations sont beaucoup moins lourdes que celles que vous vivez, vous, au quotidien, en tant qu'agriculteur français. Les hormones, ça fait 25 ans que c'est interdit en France, les hormones de croissance. Et bien, ils rentrent de la viande tous les jours d'Amérique aux hormones de croissance. Nous, on fait de l'engraissement de vache. Pour avoir une vache produite avec de l'herbe et du foin, il nous faut 3 ans. Eux, avec des hormones de croissance, ils mettent la moitié moins. Donc, ils ont des coûts de production bien moindres. Après, nous, on fait la culture du maïs. Il y a un désherbant qui marche très bien qui s'appelle l'atrazine. Ça fait 20 ans qu'il est interdit en France. Et vous savez la meilleure? C'est qu'elle est toujours fabriquée en France et elle est vendue en Espagne. C'est ça l'Europe. Donc les Espagnols, ils ont le droit de mettre l'atrazine qui coûte 3 francs 2 centimes. Et ça marche très bien. Et nous, à côté de ça, on est obligé de mettre d'autres pesticides qui ne marchent pas. Et la culture, elle nous coûte plus cher à produire et ça ne marche pas. Donc l'Europe, je veux bien l'Europe, moi, mais c'est pas une Europe, ça, puisqu'il y a des pays qui ont le droit de prendre de l'atrazine, nous on n'a pas le droit. Il y a des pays qui ont le droit de mettre des hormones et nous on n'a pas le droit. Même en Europe, il y en a qui utilisent des hormones. C'est ça qui est grave. Et est-ce que c'est pareil pour le bio? C'est-à-dire que le bio est beaucoup plus lourd dans ses restrictions pour un agriculteur français que pour d'autres agriculteurs? Oui, le bio allemand, c'est le conventionnel français. Tout ce qui est bio allemand, c'est même pas du bio, c'est du conventionnel. Ils utilisent certaines molécules chimiques que nous, on n'a pas le droit en France. C'est sûr que les agriculteurs en bio, ils sont en train de disparaître en France parce qu'ils sont pas compétitifs avec le bio allemand. Et l'Allemagne, c'est à 1 heure de route de Paris. Donc ça peut plus durer, ce cinéma. Là, vous dénoncez une concurrence déloyale, donc. Ah, mais c'est sûr. C'est pour ça que nous, les agriculteurs, souvent, on vote contre l'Europe, parce que c'est l'Europe, elle nous martyrise. Déjà, le gouvernement français, il contribue à hauteur de 15 ou 16 milliards d'euros à l'Europe. Et on n'en touche que 12. Donc, autant voudrait être dans notre système franco-français, et l'argent, au lieu de le donner à l'Europe, on le donne aux agriculteurs directs, et on sauverait la filière. Parce que là, la filière, l'agriculture est en train de disparaître, mais ça fait peur. Moi, autour de chez moi, il n'y a plus d'agriculteurs. On est tout seul maintenant. On n'y arrive plus à faire le boulot. Comment ça, il y en a beaucoup dans votre région qui ont fermé des agricultures Déjà, d'ici 5-6 ans, il y en a énormément qui vont arriver à la retraite. Mais déjà, tous ceux qui sont arrivés à la retraite depuis 10 ans, c'est rare qu'il y ait un repreneur. Ça part à l'agrandissement parce que les jeunes, les fils d'agriculteurs qui ont vu leurs parents travailler, jamais prendre de vacances, vous comprenez bien que les jeunes, ils n'ont pas envie de revivre ce que leurs parents ont vécu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent à la ville et ils ont des bacs, ils vont sur des ordinateurs, ils font ce que tout le monde veut faire, mais ils veulent plus rester dans le métier. Puis je les comprends. Moi, j'ai la chance d'avoir mon fils depuis tout petit, l'avoir gardé avec moi, l'avoir motivé, surmotivé. C'est une fierté. Moi, dès que j'ai su que quand ma femme était enceinte, que j'ai eu un garçon,
façon, tout de suite, je me suis dit, il fera agriculteur, il faut le motiver, il faut le motiver. Et je suis arrivé. C'est pour ça maintenant que je me bats, parce que maintenant qu'il est agriculteur, j'ai pas envie de l'avoir fait faire ce métier et qu'il n'en vive pas et qu'il finisse mal. Parce qu'il faut quand même savoir que dans notre métier, on a 2 suicides par jour depuis 20 ans. Et on n'en parle pas. Et on a 27 exploitations qui mettent la clé sous la porte tous les jours. Donc moi, j'ai envie que mon exploitation, elle continue à être pérennisée pendant des années et des années. Et pour ça, je me bats. J'ai 50 ans, mais je me battrai jusqu'à ma dernière goutte de sang, c'est sûr. C'est très touchant ce que vous racontez là, et surtout ce qu'il faut... vous aviez utilisé au début de cet entretien un propos sur lequel j'aimerais revenir. Vous avez dit en plus, on demande à survivre. Vous ne demandez pas beaucoup selon vous. Non, on demande à joindre debout et à vivre. On n'a pas besoin d'énormément d'argent pour vivre dans l'agriculture. On part pas souvent en vacances, on n'a pas un train de vie élevé. Mais quand vous dormez pas la nuit et que vous savez pas comment vous allez payer les factures, vous allez chercher le courrier à la boîte aux lettres, vous avez mal au ventre parce que vous savez que vous avez des factures, des retours de factures, des lettres recommandées, que vous savez pas comment vous allez payer. Donc, moi, c'est pour ça que je fais des vidéos, parce que ça me permet de m'extérioriser et d'être au contact de la population. Mais l'agriculteur qui est tout seul chez lui et que sa femme, elle est partie parce que vous pouvez plus supporter ça, ses enfants l'ont laissé, qui se retrouve tout seul, c'est ça le problème. C'est de se retrouver seul face à ses factures. Le gars, il tient pas longtemps. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la corde. C'est pas un coup de fusil comme ça sur un coup de tête. Il prend la corde. Il va accrocher la corde. Et il se jette dans le vide pour oublier tout ça. Mais ça, tous les jours, il y en a. Bien plus que ce qu'on croit. Moi, c'est pour ça que je me bats. Je me bats pour tous ces agriculteurs qui se suicident. Moi, j'ai honte par rapport à toutes ces veuves d'agriculteurs et tous ces enfants orphelins qu'on fasse rien pour eux. On fait rien. Il y a le salon d'agriculture toutes les années. On n'a jamais fait une minute de silence ou une gerbe déposée en la mémoire des paysans qui sont morts. On le fait pour les soldats des guerres. Mais le monde agricole, on est des soldats là, de l'agroalimentaire. On est des soldats. Mais quand on meurt, on devrait avoir une reconnaissance. Une reconnaissance de notre syndicat ou de l'État. On n'en a rien du tout. C'est finalement les voix les plus fortes sur ce qui se passe politiquement aujourd'hui. Vous dites que les voix les plus fortes sont celles qu'on ne peut plus entendre parce qu'ils sont partis trop tôt, finalement. Et voilà. D'ailleurs, j'en profite d'être avec vous. Moi, je demande à ce que le salon d'agriculture, qui est dans 1 mois et demi, qu'il soit boycotté. Il faut qu'il soit boycotté par les agriculteurs et par les consommateurs. On ne doit pas aller se pavaner dans un salon d'agriculture, permettre aux politiques de droite et de gauche de venir tâter le cul de la vache, de faire comme si tout allait bien, alors que tous les jours on a des suicides, on peut pas. Et que l'alimentation qui mange les Français, elle ne vient même pas des agriculteurs français. À quoi ça servirait un salon de mettre les produits du terroir en excellence? Pourquoi? Alors qu'on sait très bien que vous allez consommer des produits importés qui coûtent la moitié moins cher. Et que c'est de la merde, on peut pas le dire. Et du coup, quand vous dites tout pour l'Europe, vous voulez dire que les politiques françaises aujourd'hui favorisent les agriculteurs, on va dire, d'autres pays européens, en Pologne ou n'importe quel pays d'Europe de l'Est? Mais oui, même déjà l'Allemagne. L'Allemagne, ils font travailler dans le maraîchage, dans les fruitières, dans tout ce qui est travail au quotidien de la main-d'œuvre polonaise, qui coûte 3 € de l'heure, alors que nous, on est à 15 €. Vous imaginez, 12-13 € de différence à l'heure, c'est incroyable. Après, ils veulent faire entrer l'Ukraine dans l'Europe, parce que l'Ukraine, elle est capable d'alimenter toute l'Europe. Mais si l'Ukraine rentre dans l'Europe, on peut mettre des bisons et des sangliers partout en France, c'est fini. Déjà qu'on est de la chair à canon dans cette mondialisation avec les accords de libre-échange, l'agriculture française, on est de la chair à canon, mais si on fait rentrer l'Ukraine, mais c'est la cata complète. Et vous n'aurez pas forcément la bonne nourriture, parce que pour le moment, il rentre pas mal de poulets d'Ukraine, mais c'est des poulets qui n'ont jamais vu le soleil, c'est des poulets, on ne sait pas comment ils sont élevés. Hein. Et donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait, pour aller vers quelque chose de plus positif, vous, qu'est-ce que vous demanderiez aux politiques, ou alors est-ce que vous en avez marre de demander? Qu'est-ce qu'il faudrait pour retrouver un système cohérent finalement avec ces agriculteurs pour vivre bien, ne pas que survivre d'ailleurs, pour vivre? Est-ce que vous demandez à juste avoir des réductions de taxes et qu'est-ce qu'il faudrait pour que politiquement pour que les paysans puissent vivre convenablement? Non, parce que ça, c'est des pansements sur des jambes de bois, ça, c'est réduire les taxes, tout ça. Ouais, okay. Non, moi, je pense que le mal est bien plus profond. Il faut remettre à plat toute notre économie. C'est pas normal que les multinationales, elles soient cotées en bourse. Ça, il faudrait l'interdire. Interdiction d'être cotées en bourse quand on gère de l'alimentation. Il y en a qui sont à la bourse là et qui font monter, qui font baisser, alors qu'ils savent même pas ce que c'est 1 litre de lait, 1 kilo de viande, 1 kilo de céréales. Ouais, on joue avec les prix des produits. Voilà.
Ok. Voilà, ça déjà, il faudrait l'interdire. Après, il faut arrêter de faire ces accords de libre-échange. Ou alors, si on les fait, il faut les taxer de façon à ce qu'ils coûtent plus cher que nos produits. Il faut qu'on soit prioritaire, il faut qu'on soit compétitif. C'est pas normal qu'un litre de lait qui vient de Nouvelle-Zélande, qui est resté 3 mois sur un paquebot, il coûte moins cher. Mais c'est quoi ce lait? C'est du lait comment? Parce que moi, mon lait, quand il est resté 3 jours dans le frigo, il tourne. Donc, c'est de la poudre de lait, il n'y a plus de vitamines, il n'y a rien de plus, c'est de l'eau. C'est juste de l'eau. De l'eau blanche. Il faut tout remettre en place, le système. Le système, il est pourri. Et le problème, comment faire? Parce qu'on a affaire à des dictateurs. Moi, je sais pas ce qu'il faut faire. Même là, vous dénoncez la responsabilité finalement vous alertez en tout cas sur la responsabilité des consommateurs à faire attention à ce qu'ils achètent, d'où ça vient, parce que vous dites que parfois on va acheter pour moins cher, mais ça on l'entend souvent, mais avec quelque chose, un produit qui finalement n'a plus de nutriments à l'intérieur. Ah ben oui, c'est pas cher, mais c'est trop cher. Vous êtes incapable de dire, vous êtes jeune, je suis sûr que vous êtes incapable de boire du lait entier qui sort du pied de ma vache, parce que vous n'avez pas les enzymes pour le digérer. Et c'est pour ça que nous, agriculteurs, le Covid, on l'a pas vu venir, hein, on l'a pas senti, parce que nous, on mange du lait entier, on boit du lait entier qui a des anticorps, qui nous fait des anticorps, des bonnes enzymes, des bons microbes, alors que vous, ce que vous achetez en grande surface, ils l'ont enlevé tout ça. Ils ont enlevé les bons comme les mauvais microbes. Et c'est pour ça que vous avez été obligé vous avez été malade, vous avez été obligé de vous vacciner, tout ça. Mais nous, là, tranquille. Là, pour une fois, on a eu un avantage sur tout le monde parce qu'on produit de la matière noble, qui n'est pas passée entre les mains des industriels. Le problème des industriels, ils font tout et n'importe quoi. Parce que ils sont prêts à mettre de l'huile de palme dans des yaourts pour remplacer le lait. Moi, je l'ai vu, en 2009, j'ai organisé la grève du lait national. Et ça marchait du feu de Dieu. Pendant 15 jours, 3 semaines, ça marchait. Il n'y avait plus de lait qui rentrait dans les grandes laiteries. On a dit impeccable, on va gagner, on va faire tomber les FLSEA. Sauf qu'à la fin, eh ben, ils ont vendu des yaourts à partir d'huile de palme. On était en relation avec Greenpeace. Greenpeace nous a dit arrêtez de faire la grève. Ils fabriquent des yaourts avec que de l'huile de palme et vous allez perdre votre temps. On aurait mis à mal nos exploitations. Et voilà. C'est comme ça qu'on est arrivé à prouver qu'il se passait des choses pas catholiques. Mais c'est pas normal que ce soit moi qui le dise, ça. Les syndicats, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils le disent pas? Parce qu'ils sont de mèche. Donc là, en tout cas, quand on vous entend, on comprend bien, en tout cas, votre propos. Quand on vous entend, on a l'impression que soit ces politiques sont d'une faiblesse intellectuelle assez extravagante, puisqu'elles mènent les paysans, les producteurs agricoles dans le mur, soit alors on peut effectivement aller vers une stratégie. Vous pensez que c'est une stratégie Non, mais que ce soit Macron ou les autres, ils sont pas cons. Ils ont tous fait l'ENA, Sciences Po, ils en ont des plein bagages. On va pas dire qu'ils soient cons. Mais c'est voulu, tout ça, c'est voulu. Ils veulent plus de nous. Ils veulent plus de la France. On va faire partie du tiers-monde. Parce que c'est comme ça. Maintenant, ça sera l'Europe des nations. Et tant mieux si l'Ukraine produit à manger, tant mieux si les Allemands ils font des voitures. Et nous, si on a des parcs à bisons et des parcs à sangliers pour faire de la chasse ou du tourisme, ça sera ça. On aura plus, je sais pas, on est en train de perdre nos valeurs des terroirs, du territoire. J'ai honte, moi j'ai honte par rapport à mes anciens, je vous garantis, j'en pleure des fois. Hein. Je me dis, mes anciens, quand ils m'expliquaient la guerre des tranchées, qu'ils mangeaient les rats, qu'ils étaient battus, et nous on accepte tout là. C'est la misère totale, on accepte que Bill Gates il achète des terres partout, que les Chinois ils achètent des terres, le Qatar là ils achètent la moitié de Paris, mais on sait pas ce qui va se passer, mais ça fait peur. Hein. Merci en tout cas Sébastien Béraud d'avoir pris le temps, c'était très complet. Et on comprend bien la situation, elle est extrêmement grave. Vous en avez parlé d'ailleurs un petit mot sur la représentation médiatique du problème. Alors oui, on voit beaucoup les syndicats, on voit peu les agriculteurs, les paysans indépendants. Vous, au début de cet entretien, vous avez commencé par remercier qu'on vous donne la parole, et c'est quelque chose de normal. Et nous, à François, on veut vraiment donner la parole à tous les travailleurs qui, comme vous, se battent sur le terrain et croient en ce que vous faites. Aujourd'hui, la représentation médiatique, comment vous la voyez sur le terrain chez vous? Il n'y en a aucune. Pourtant, Dieu sait, ils sont tous venus chez moi. TF1, France 2, France 3, BFM TV, ils sont tous venus. Ils m'ont tous ils m'ont interviewé pendant 1 heure, ils m'ont fait des montages, ils sont arrivés à me faire dire le contraire de ce que j'avais voulu dire. Ils sont forts, hein. Putain. Moi, ce que je demande, ça arrivera jamais, c'est d'aller sur TF1 ou n'importe quel mainstream, avoir en face de moi le président de la FNSEA et le ministre de l'Agriculture.
je vous dis, je fais un carton. Le lendemain, les gens, les Français, ils sortent dans la rue, ils disent, ça peut plus durer. Ils veulent pas des gars comme moi, parce qu'ils savent que je vais mettre le feu aux poudres. Et en parlant poliment, en disant, baissez les armes, il faut tous se réunir. Pas de religion, pas de croyance, on y va tous ensemble. Faut arrêter cette guerre de vaccinés, non vaccinés, les immigrés, les Français de souche, tout ça. Ça, c'est un écran de fumée. Et du temps qu'ils nous amusent avec ça, ils vont faire des dames avec les accords de libre-échange, avec l'Europe, la mondialisation. Et vas-y, Toto, ils créent des guerres, ils font des conflits, ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Ils nous s'amusent. Et c'est ça, il faut bien le comprendre. Alors c'est dramatique si vous arrivez, parce que vous l'avez abordé rapidement, mais il faut bien s'arrêter sur le montage dans les médias. Là, c'est horrible d'entendre que vous avez été témoin de ça, c'est-à-dire que vous avez parlé à un média mainstream, vous avez tenu des propos, et ils vous ont dit, ils vous ont fait dire avec le montage l'inverse de ce que vous vouliez dire, ou en tout cas, ils n'ont pas respecté du tout. Et vous me faites oui de la tête, là, je sais pas si on le voit à l'écran. Et c'est vraiment dramatique, faut s'arrêter là-dessus, parce que c'est vrai que moi, par exemple, je fais beaucoup de montage, parce que parfois on ne peut pas passer, encore on fait des entretiens d'1 heure, mais parfois dans les reportages, on est obligé de couper pour mettre, pour que ça rentre dans des formats de 5-10 minutes. Le journaliste a la main sur le montage, mais derrière, c'est une question d'éthique. On sait qu'on a cette responsabilité-là, il faut, l'éthique du journaliste, ça doit toujours être même si on coupe beaucoup, de ne jamais transformer les propos de l'invité à la base. Donc ça, c'est dramatique que vous l'ayez vécu. C'est pour ça que moi j'aime bien être... demain je vais chez Tourtin, j'admire votre façon de parler avec vous, François. Moi, vous savez, je suis entier, je dis ce que je pense. Moi j'ai une voisine qui est grande reportrice sur TF1, je ne vais pas vous dire son nom. Elle a fait l'Ukraine, elle est en train de faire le conflit, la Palestine avec Israël. Elle me dit... ce qu'on retransmet à la télé, ce qu'elle dit, ce qu'elle pensait, c'est complètement le contraire. Elle est quasiment pro-russe. Et là-bas, il s'est passé de ces choses en Israël et en Palestine. Elle m'a dit, mais c'est tout le contraire de ce qu'ils vous font voir en mainstream. Et elle est grande reportrice. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ils font ce qu'ils veulent, les médias, ils font ce qu'ils veulent. Malheureusement... Je lance un appel sur votre chaîne, j'en profite parce que c'est bien rare, c'est pas un média mainstream qui vous voit. Je lance l'appel qui m'invite pour que j'y aille et qu'il soit transparent avec moi en direct, comme ça au moins ils pourront pas me déformer mes propos. Et j'appelle pas à la haine, j'appelle pas à la révolution. Moi j'appelle juste à la souveraineté de notre France patriote, que le petit il arrive à vivre de son métier dignement et qu'il est... Voilà, c'est juste ça que je demande. Je demande pas, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on gagne des 100 et des 1000, on fait paysan, voilà, on gagnera jamais autant qu'un footballeur ou qu'un médecin, et c'est presque, je dis pas que c'est normal, mais on est habitué avec pas grand chose, mais quand même, là, on en est arrivé à un point, c'est qu'on n'arrive plus à vivre. Vous voyez bien, la vie, elle est chère, on a des enfants qui font des études, on passe pour les rois des pneus, les agriculteurs. Quand votre enfant, il part jamais en vacances avec ses parents, mais il y a un souci à quelque part, c'est pas normal. Bien sûr. C'est pas normal. Et alors pour conclure sur les médias, c'est toute la différence, c'est que nous on est un média complètement indépendant et qui fonctionne par les lecteurs. Donc ça change la vie quand effectivement malheureusement il y a beaucoup de journalistes qui sont aujourd'hui sclérosés dans leurs propos puisque faut se poser la question pourquoi est-ce que 80% de ces médias sont dirigés par des milliardaires et qui donc servent des intérêts qui ne sont pas toujours ceux des gens comme vous qui se battent au quotidien mais gagnent malheureusement de moins en moins. C'est ce qu'on comprend dans cet entretien. Merci en tout cas beaucoup d'avoir pris le temps, Sébastien Béraud, et n'hésitez pas on espère pouvoir vous retrouver sur cette chaîne pour pouvoir reparler dans le futur. C'était très intéressant, touchant, et on espère que la situation évoluera. Ça fait longtemps qu'on entend ces types de propos chez les agriculteurs, donc c'est peut-être pas pour demain malheureusement, mais... En tout cas, moi je tiens vraiment à vous remercier. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir porter la voix des 75% qu'on n'est pas, des 75% des agriculteurs non syndiqués. Je vais être leur porte-voix, porte-drapeau, et je vous remercie énormément parce que ça fait plaisir en plus de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur. Et on n'est plus seul là. Je sais que il va y avoir énormément de vues, il va y avoir énormément de commentaires, de soutien, mais ça vaut tout l'argent du monde, ça. C'est pas palpable, mais moi, c'est mon bonheur. Et si je peux... Voilà, il faut créer un mouvement comme ça de solidarité, de prospérité patriote avec les Français. Je suis sûr qu'on est des millions à penser comme ça. On n'en veut plus, là, tous ces mondialistes, tous ces gars tous ces francs-maçons qui font ce qu'ils veulent de nous. C'est pas normal ce qui se passe. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec toutes ces guerres. C'est tout du montage, tout ça. Complètement.
Merci encore. Et à la prochaine, Sébastien Béraud. Allez, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, merci à tous les lecteurs. Alors attendez, restez encore deux secondes avec moi, je fais juste un petit message pour les lecteurs qui peuvent partager cette vidéo sur tous vos réseaux, notamment TikTok, où peut-être vous avez vu la vidéo de Sébastien Béraud. Et François repartir à ses lecteurs, comme on l'a rappelé tout à l'heure, exclusivement, pas de subvention, donc du coup vous pouvez nous faire des dons sur françois.fr/soutien. Au revoir tout le monde, à bientôt Sébastien Béraud. Au revoir. Au revoir tout le monde.